Bonsoir, bienvenue au Cinématographe pour cette troisième et dernière soirée de projection, et oui c'est la dernière, consacrée à Bolex, des appareils de légende et souvent des réalisateurs très engagés comme notre invité de ce soir, qu'on est très heureux de recevoir. Alors pour la présenter ainsi que son œuvre, j'ai le plaisir de recevoir aussi Vincent Sorel, qui est chercheur FNS et qui est aussi maître de conférence à l'Université de Grenoble. Vincent, c'est à toi. Merci. Bonsoir à tous. Donc ce soir, on a la chance en clôture du colloque Problèmes d'archives, problèmes d'histoire technique du cinéma amateur, d'accueillir quelqu'un, une cinéaste expérimentale qui a toute sa carrière à travailler avec la caméra Bolex, avec plusieurs caméras Bolex, elle va nous l'expliquer, et qui a sublimé cette machine de manière assez extraordinaire. Vous allez le voir ce soir, on a un vrai panel de son œuvre. Donc on a particulièrement de la chance d'avoir Rose ce soir qui, ne serait-ce que pour citer les dernières dates dans lesquelles elle a participé, était à Rochester pour une présentation de ses films aux États-Unis, au siège, près du siège de Kodak, à l'anthologie Film Archive, le célèbre lieu de conservation et de diffusion du cinéma expérimental à New York, au festival Media City au Canada, au Luxe de Londres, au Luxe de Glasgow, et avec nous ce soir, vous avez suivi les 3 jours du colloque. On vous remercie beaucoup d'être là, Rose Lauder. Alors, Rose souhaitait peut-être représenter, parce qu'on a fait avec Stéphane Tralongo un choix de film qui parcourt un petit peu une grande part de votre œuvre, et notamment on part du premier, ou d'un des premiers films qui s'appelle Roulement, Rouerie, Obage. J'ai toujours un peu de mal à le faire, je mélange un peu les syllabes. C'est roulement, rouerie, obage. Et vous vouliez peut-être nous resituer un peu le contexte de fabrication de ces films, et peut-être dans cette histoire de technique du cinéma amateur. Tout à l'heure, vous nous disiez que vous n'étiez pas tellement technique, que votre manière de travailler a sûrement inclus aussi beaucoup de techniques du corps autour de cette caméra. Est-ce que vous pouvez nous resituer un peu les films que l'on va voir ce soir? Je laisse peut-être vous approcher pour la captation. Ouais. Oui. Avec ça, Voilà. il marche. Voilà. Oui. Mais avec toutes les choses qu'on a entendues sur la caméra Bolex depuis 2 jours, je crois que je vais avoir peur à 3 mètres de mon Bolex. C'est tellement complexe, et bien sûr, je n'ai pas défait mon Bolex et regardé en détail comment il fonctionnait. Alors, je voulais simplement, je pense que ça serait utile peut-être simplement de dire un peu sur la façon dont les différents films qu'on va voir ce soir ont été réalisés, parce que ils sont assez variables, aussi bien pour les dates que pour la façon dont ils ont été réalisés. Bon, le colloque était sur le film amateur. Alors le premier film qu'on va voir, dans ce sens-là, c'est vraiment un film amateur, parce que je n'avais aucune connaissance de tournage. Et il se fait que j'avais plusieurs pellicules différentes. J'avais une 72-31, c'est une pellicule pour la lumière de jour quand il y a beaucoup de soleil, noir et blanc. Après j'avais une pellicule 72-22, qui est une pellicule noir et blanc pour des journées un peu sombres. Après j'avais une noir et blanc 72-24, qui est 400 à ça, pour vraiment des scènes de nuit. Et bien sûr, je filmais dans un jour ensoleillé. Donc déjà, ça va un peu contre. Et après, la dernière bobine, c'est une bobine de couleur. Alors, la raison d'utiliser ces différentes pellicules, c'est parce que comme je ne connaissais pas grand-chose au moment que je filmais ces bobines, c'est un roulement en haut à côté de la maison où j'habite. Et je me suis dit, je vais essayer de faire chaque pellicule pour voir qu'est-ce que ça donne. Et quand j'ai arrivé à la pellicule pour la nuit, je me suis dit, mais est-ce que ça en couleur, ça va faire autre chose? Donc je suis retournée chez moi, je cherchais une bobine couleur,
Et c'est comme ça qu'on a toutes ces pellicules différentes. Roulement de première bobine, j'ai mis un filtre rouge pour avoir plus de contraste. Et après, et je ne me souviens plus, mais je pense que le bobine des couleurs, j'ai dû mettre un filtre Ratten, parce que je pense qu'à l'époque, c'est ce qu'il fallait faire. C'est un film de 1978, donc ça fait un moment. Et la façon dont ça a été fait, bon, la caméra était tenue à la main, j'avais pas un pied à l'époque. Il n'y a pas de montage dans le sens traditionnel, parce que chaque bobine est inclus entièrement dans le film. Et le différents titres, bon, roulement, parce que effectivement il y a le roue qui roule, mais il y a aussi l'idée que le film dans la caméra il roule aussi. Donc il y a deux différents roulements, et c'est un peu un jeu entre ces deux différents roulements. Et rouerie, c'est pas parce qu'il y a une action de dissimulation, c'est plutôt ça voulait évoquer le problème entre il y a deux réalités. Il y a la réalité qu'on filme, après il y a la réalité de la pellicule et la caméra. Et donc j'essaie de jouer entre ces deux-là. Et en faisant cela, on joue entre une représentation figurative, ça veut dire on voit très bien que c'est une roue qui tourne, et aussi on va dans un domaine d'abstraction. Donc il y a une sorte de jeu entre ces deux choses-là, avec l'idée de pouvoir entrer dans un espace temporel, spatio-temporel, qui est purement cinématographique, et donc une situation qu'on n'a pas si on est en face de la scène en question. Parce que pour moi, pour faire des films, il faut plutôt... c'est pas question de simplement représenter, c'est qu'on est en face de nous, mais l'idée c'est d'essayer de faire un voyage ailleurs qui nous permette de faire des relations avec des autres choses qui puissent être évoquées par ce qui a été montré. Donc ça varie selon le spectateur, les expériences personnelles, etc. Je regarde l'autre papier, on va voir si j'ai fait des notes là-dessus. J'ai posé ça. Alors, c'est un film fait caméra manivelle et les bobines sont montrées dans l'ordre qu'ils étaient tournage. Bon, je vois le texte là qui disent que je joue avec toutes les potentialités. Ça c'est pas vrai. Il y a beaucoup que absolument pas vrai. Et après les autres films qu'on va voir, ont été faits non pas avec une Bolex qui en manivelle, mais avec une batterie. Et là, c'est une mention aussi de superimpression. Alors, pour le film qui a été fait image par image, il est question d'un chevauchement sur l'écran, mais il n'y a pas une superposition sur la pellicule. Là, j'avais plus de tissage que pas de montage. Oui. Donc, s'il y a un montage, c'est un montage pendant que je filme dans la caméra. Ce n'est pas un montage dans le sens traditionnel. Et ça, on pourra en parler tout à l'heure, parce que pour filmer, vous établissez des partitions. Et donc, après la projection, pour alimenter la discussion, pour avoir un de vos documents de travail qui permet de parler de la manière dont vous tissez des images, et donc comment s'effectuent ces chevauchements. Oui, non, je n'allais pas entrer en détail en ce moment là-dessus. Il y a une autre chose.
Oui, il y a un film qui est Le Jardin du sel. Bon, il y a 1, 2, 3, 4, 5 films. Le 5e film il était réalisé avec des pellicules Kodachrome. Donc c'est pas avec de négatifs comme les autres films. Et les 2 derniers films ont du son et les autres sont silencieux. Je ne sais pas si c'est suffisant. Faut parler plus. Non, je pense que maintenant il faut voir les films. Et on peut parler après. On pourra se représenter ce que nous avons. Très bien. Merci beaucoup Rose, bonne projection. J'oubliais de dire pour le premier film, on voit le pas de l'eau lorsque ça monte vers vers le ciel, ça fait une image voilée. Et dans le montage traditionnel, il faut éliminer toute l'image voilée parce qu'il faut garder la lumière égale partout. Et donc, moi, j'ai choisi de filmer exprès le moment de l'année où ça arrivait, parce que je voulais que le sujet du film, c'est-à-dire l'eau, puisse avoir une rôle actif dans la façon dont il était présenté. Et donc, c'est le sujet des films qui voit la pellicule. Mais c'est fait exprès. Ça, c'est parce que j'ai monté les films très longtemps. Alors, à propos de votre travail, de vos films, vous dites, tout à l'heure en introduction, vous disiez, voilà, c'est pas l'observation de la réalité ou la captation de la réalité, vous écrivez que c'est un dialogue avec la réalité. Oui. Est-ce que vous pouvez, alors moi je repense tout de suite en disant ça, je repense à la grenouille. J'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait quelque chose entre vous qui se passait de très fort. Et peut-être que ça peut vous amener aussi au choix des lieux, des jardins où vous cultivez vos films. Les grenouilles, ils sont très conscients qu'ils sont filmés. Ils regardent. Et ils attendent aussi pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Et par rapport à... Alors on va développer ça, mais par rapport aux lieux, vous avez une relation très forte avec les lieux que vous choisissez de filmer, ces jardins. Alors, est-ce que ça marche? Oui, ça marche très bien. On a besoin? Oui. Oui. Bon. Tous les lieux sont des lieux écologiques pour une raison ou une autre. Donc le jardin du sel, c'est la récolte du sel. Là, on voit le fleur de sel qui flotte sous ce qu'ils appellent le sel gris. Et le fleur de sel, bon, c'est filmé dans le fameux lieu des Guérandes, où il y a le sel des Guérandes. Et le fleur de sel, ça cristallise seulement s'il y a 4 jours de soleil. Et en plus, c'est toute une art, parce qu'il faut absolument qu'il y ait une certaine quantité d'eau, pas plus, pas moins. Sinon, on n'a pas de sel. Il faut aussi que le soleil soit là, très brillant pour 4 jours. Et après, en dessous, il y a le sel gris. Le sel gris est plus gros et beaucoup plus difficile à ramasser. Moi, j'ai essayé, c'est dur comme une roche. On utilise une lasse qui est à peu près 5 mètres de long. Alors, le paludier avec lequel je travaillais, il était très très bien parce qu'il y a certains qui travaillent mieux que les autres. Lui, il faisait de façon que ça semblait très très facile. Il prenait à peu près 3 minutes pour faire le tour de son... Normalement, traditionnellement, c'était les femmes qui ramassaient le fleur de sel. Ça, c'était beaucoup plus facile parce que c'est en surface. Alors, le fleur de sel est utilisé pour mettre directement sur la nourriture et le sel gris, c'est utilisé pour la cuisine. Et le film s'appelle Le Jardin du sel parce que traditionnellement, c'était considéré comme une activité d'agriculture. C'était comme un jardin maraîcher. On allait récolter le sel et autrefois, traditionnellement, ça s'appelait le Jardin du sel. Alors, malheureusement, les générations suivantes n'ont pas trop envie de faire ce travail-là parce que c'est un travail très, très dur. Il faut travailler tout l'hiver pour préparer les différents endroits où on récolte le sel.
Et après, même pour le récolter, c'était dur aussi. C'est beaucoup de travail physique. Alors, les autres lieux, on a vu des bouquets. Tous les bouquets sont faits soit dans des fermes biologiques, ou là on voit par exemple un hôtel qui est en Suisse, qui s'appelle le Beau Site, et il est sur le chemin de Mine, en dessous de Matigny. Et je suis allée à Matigny d'abord pour voir une expo à la fondation qui se trouve à Matigny. Et il fallait se loger quelque part, donc je trouvais cet hôtel qui est un lieu absolument magnifique, parce que c'est les maisons de à peu près 1912, et la personne qui avait cet hôtel, il a gardé tout l'ancien bâtiment, comme il a simplement refait la plomberie, mais il n'a pas mis de salle de bain dans la chambre, il a gardé la chambre telle quelle. Et on avait bien sûr des salles de bain si on marchait un peu dans le couloir. Et après, il était un cuisinier macrobiotique magnifique. Et en plus, il y avait une vue magnifique aussi des lieux où on mangeait. Je me souviens que c'était une soirée, il y avait une orage, et donc on avait des sons et lumières absolument incroyables, parce qu'il y avait tout l'orage avec le bruit. Et tous les pluies qui tombaient, et la neige aussi. Donc c'est vraiment un lieu magnifique. Maintenant, c'est notre génération qui a repris le relève. Donc on voit aussi une ferme qui se trouve en Italie, en sud de Torino, qui est une magnifique ferme aussi. C'est celui où il y a le petit, je ne sais pas comment ça s'appelle, whirly-gurly en anglais, des choses qui tournent avec des différentes couleurs. Comment ça s'appelle? Un moulin à vent. Pas exactement, mais... Exactement ça. Oui. Qu'est-ce qu'on voit encore? On voit aussi des fermes qui sont dans le sud-ouest, dans l'Ardèche. C'est dans ces fermes-là qu'il y avait ces petits légumes où je filmais le crapaud. Parce que pendant que j'étais en train de faire un bouquet, j'ai vu qu'il y avait des crapauds là. Bon, c'est une certaine période de l'année seulement. Ils sont très difficiles à filmer parce que je crois que j'étais 4 jours là en attendant des crapauds. Et c'est un lieu, froid, humide. Il y avait des vaches qui buvaient toute l'eau, donc il fallait que je demande au fermier d'enlever les vaches. Une âne qui mangeait mes vêtements, donc il fallait lui aussi mettre dans l'autre endroit. Et donc, c'était pas facile du tout. Il fallait vraiment attendre que je n'ai pas de moyens pour filmer des heures et des heures de pellicule, donc il fallait simplement attendre que d'abord qu'il y ait des crapauds qui se présentent, et après, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, parce que quand il saute, ces questions, si on regarde sur la pellicule, le saut en question, c'est 2 images. Alors, on sait qu'il y a 24 images par seconde, donc on imagine combien c'est tout petit. Et il faut les attraper. Et on ne sait pas quand ils vont sauter. Il y a un qui a sauté parce qu'il y avait une serpente. Le crapaud a vu le serpent, mais moi je n'avais pas vu le serpent. Mais je me demandais pourquoi il sort comme ça. Et après je regardais et j'ai vu le serpent. Donc ils sont très conscients de l'environnement, beaucoup plus que nous. Et dans ce dialogue avec la réalité, quel est le rôle de la caméra? C'est-à-dire qu'au début, vous avez une caméra, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que vous me disiez que vous aviez une caméra Bolex mécanique, oui, H16. Je l'ai toujours. Vous l'avez toujours. Et puis vous me disiez que c'est des films qui sont faits en partie, et pas seulement, mais sur de l'image par image, et donc il faut enclencher la caméra un certain nombre de fois. Vous m'avez donné des chiffres l'autre jour. Et donc vous attrapiez mal au doigt. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment vous avez passé à une caméra électrique avec un système qui permettait de l'enclencher électriquement, parce que comme peut-être avec une pioche, vous aviez les mains calleuses à force d'appuyer sur le bouton. Oui, il y a plusieurs choses. D'abord, de chaque caméra, il a ses particularités, donc il y a des choses qu'on peut faire et on ne peut pas faire. Et par exemple, le jardin du sel, si on faisait avec une caméra manivelle, on aura 28 secondes et après la caméra arrête. Et après, il faut remonter.
Alors que là, on a 3 minutes de film en continu. Mais ça, on peut faire avec le batterie, mais sans batterie, on ne peut pas le faire. Ça serait un autre film. J'en ai fait pas mal de films avec le manivelle. Il y a certains projets que ça ne gêne pas. Après, pour le film des bouquets, où je vais en avant et en arrière, on peut très bien faire ça avec une manivelle. Seulement, c'est beaucoup plus long, et parfois pour les raisons de météo, et aussi parce qu'on a des autres occupations, et il faut gagner sa vie autrement, etc. Et en plus, j'ai organisé des programmations de films pour à peu près 35 ans. Et en plus, j'ai enseigné à Paris, qui est 800 km de là où j'habite. Donc, il y avait beaucoup d'autres choses qu'il fallait que je fasse. Et si on va en avant et en arrière, si on le fait avec le batterie, il existe une chose qui s'appelle un timer. C'est un petit ordinateur. Et il suffit d'indiquer sur le timer combien d'images on veut faire en avant ou en arrière. Donc ça facilite beaucoup les choses parce que si on veut faire une seconde en avant, on met 24 et le caméra il fait 24 images. Et si on veut retourner 24, on met 24, on retourne 24. Donc c'est vraiment une facilité de ces côtés-là. Surtout si on est en train de filmer n'importe où dans la bobine, ce qui est le cas des bouquets. Donc il y a ce petit côté-là. Pour la qualité d'image, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de différence. Le premier film a été fait avec un objectif, un très mauvais objectif que je trouvais dans l'école qui était à côté de la maison, qui n'était pas utilisé. Et donc, j'étais en train de jouer un peu avec la mauvaise qualité de l'objectif. Les autres films ont été faits avec un objectif qui est bien meilleur. Après, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Je suis là. Bien, le nombre d'impressions par film, par bouquet. Je me souviens que c'était assez étonnant le nombre de prises de vue, d'images en définitive que représente chacun des bouquets. Alors ça varie. Chaque bouquet a 1440 images. Donc, on a des différents choix comment on le fait. Souvent, dans le bouquet aussi, il y a des images filmées en continu. C'est une sorte de ponctuation. Ça aussi, c'est utile avec le batterie, parce que, par exemple, si on veut filmer en continu 3 images, on peut le faire. On met 3, il fait 3. Et on peut faire 3, 3, 3, 3. Alors vous essayez de faire ça avec la manivelle, vous n'arriverez pas. Et en plus, on peut se trouver dans la bobine de manière très très efficacement, parce qu'à condition qu'on a une partition dessinée en avant, c'est-à-dire pas pour me dire qu'est-ce que je dois faire, mais pour que je puisse me trouver où je suis dans la bobine. Et donc il suffit, comme vous savez, un caméra Bolex, il y a 2 petits compteurs d'images. Une va jusqu'à 50, l'autre va jusqu'à 1000. Alors si on commence à filmer sous 0,0 pour ces 2 compteurs, si on a préparé des feuilles ordinaires, des 21-29, avec des lignées de secondes, donc 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, 50 secondes, 60 secondes, 1400 images à la fin. Il suffit de noter chaque fois ce qu'on fait. Et là, même si on se perd parce qu'il y a quelque chose qui passe, qui est intéressant, on oublie de noter, on peut toujours se trouver parce qu'il suffit de regarder la caméra, voir où sont les 2 compteurs des images et regarder la partition qu'on a préparée et on sait où on est. Alors peut-être pour comprendre, est-ce que dans la cabine vous pouvez montrer la partition, enfin un des exemples d'une des partitions avec lequel dont Rosoder faisait la référence. Donc là il s'agit de celle du film Voilier et Coquelicot, qui est le 2e film qu'on a vu, je crois. Oui, alors celui-là,
comme le film Voilier Coquelicot était relativement, disons, facile point de vue sujet, pas facile pour filmer, c'était horriblement difficile pour filmer, mais le sujet, au moins, on peut dire que, je ne sais pas s'il faut expliquer peut-être comment le lire, parce que là, c'est pas la façon dont normalement je travaillais avec une seconde chaque. Là, comme vous voyez en haut, il y a 24. Et après, on a 1, 2, 3. C'est-à-dire que je fais 3 passages dans la caméra. D'abord, je filmais des coquelicots dans un endroit où il y avait des coquelicots. Je filmais une image coquelicot, une autre image coquelicot, parce qu'on voit que 1 est rouge et 2 est rouge aussi. Donc, 2 images coquelicot. Et après, une image, je ne filmais pas. 2 images coquelicot, une image que je ne filmais pas. 2 images coquelicot, une image que je ne filmais pas. Et ça, c'était fait en mai, quand il y a des coquelicots. Et après, j'ai attendu jusqu'en juillet, où il y a beaucoup plus de bateaux qui sortent de Port de Marseille, des voiliers. Et je suis allée à Marseille, mais là, c'était juillet, c'était beaucoup plus tard. Et je filmais le voilier dans les espaces où je n'avais pas fait les coquelicots. Bon, il y avait des différentes champs de coquelicots, c'est pour ça que le dessin, ils sont de différentes couleurs, et ici, c'est indiqué le type de coquelicot, et que c'était assez difficile parce qu'avec tout le pesticide qu'on utilise en France, on a le record pour l'Europe, il y a très peu de champs de coquelicots, il fallait vraiment chercher. Et en plus, pour filmer le bateau, c'était aussi très difficile parce qu'on n'a pas de repères. C'est-à-dire, dans la mer, on ne sait pas où va passer le bateau. Et il fallait faire la mise au point sous l'endroit où pensait passer le bateau. Mais il n'y a rien qui dit qu'il va passer par là. Et donc ça, c'était pas facile non plus. À part du fait que j'étais plusieurs fois, il y avait trop de vent, le bateau ne sortait pas. Toutes sortes de choses. J'ai fait au moins 3 ou 4 voyages à Marseille pour filmer le bateau. Et donc entre le mois de mai, les coquelicots, et le mois de juillet, les bateaux, la pellicule est remisée, elle n'est pas développée. Oui, elle est mise à côté. Vous la remettez dans la caméra. Ah non, je laisse dans la caméra, je ne touche pas. Ah non, je ne touche pas, surtout pas. J'ai plusieurs caméras, je peux faire autre chose sur une autre caméra. Et surtout, je ne vais pas la sortir. Non, parce que si on le saute, on perd le repère. Ah oui, bien sûr. Non, il ne faut pas sortir. J'ai des pellicules dans la caméra chez moi maintenant, mais il attend que je... Attend que vous reveniez. Ouais, il faut que je finisse ça avant de continuer. Est-ce que vous avez des questions sur ce travail très millimétré? Ça posait la question de la musique, du rapport à la musique. Alors peut-être. Mais dans le livre, parce qu'on peut dire ça. Oui, le livre que tu as publié aux États-Unis, on voit, c'est un livre qui a été fait sur le bouquet que vous venez de voir. Et donc, on a scanné les 60 pages de mes cahiers qui concernent ces bouquets-là. Et j'ai gardé une seule pour la Suisse parce que tout est vendu sans compte. Donc là, il y a un dessin qui est plutôt horizontal. Oui, alors là, si... Attends, je mets une lunette, je vais essayer d'indiquer. Ça correspond, alors 24, oui. Par exemple, là, il y a un bouquet 18. Là, on voit, ça c'est une seconde, ça c'est une seconde, ça c'est une seconde. Alors, chaque carré, c'est une image. Alors, ça a été filmé normalement, si on peut dire. Là, 3 passages, 3 choses différentes. Et on voit, on filme une image, 2 on ne filme pas, une image on filme, 2 on ne filme pas. Et après, on revient en arrière, on filme autre chose, de la même façon, mais décalé d'une image. Et après, on revient, décalé d'une image. Et le titre était fait de la même façon. Voilà les titres qui sont là. Qui étaient simplement mis sur la fenêtre de salle de bain où on
fenêtre de la maison contre le ciel. Là, c'est filmé image par image, une après l'autre. Il y a des tas différentes. Après, il y a des petits dessins qui étaient pour moi, simplement pour que je rappelle ce que j'avais fait. Et ici, on a la quantité d'images. Voilà, 700. Là, c'est filmé normalement. Là, c'est ce passage 3 fois. Là, c'est le petit oiseau que vous avez vu. Voilà. Alors, dans ces fermes-là, c'est une ferme incroyable parce qu'ils étaient complètement autonomes. Ils avaient plus de 40 vaches, plus de 40 porcs, ils avaient des poules. Le parent de cette femme-là, mais la femme, elle avait plus de 80 ans, elle faisait tous les légumes pour les 4 familles. C'était incroyable. Et ils faisaient toute la nourriture pour le bête aussi. Ils avaient fait des tas de machines, parce qu'ils avaient aussi un magasin sur la ferme. Ils faisaient du miel, ils faisaient du beurre, et ils avaient des tas de saucissons, des choses comme ça. Ils faisaient aussi le marché, ils faisaient des gâteaux. Non, c'était incroyable, c'était impressionnant, vraiment impressionnant. C'est assez impressionnant aussi. Tout à l'heure, vous me repreniez, vous disiez que ce n'était pas des surimpressions, c'était des chevauchements. Oui, et là, ce petit oiseau, je ne peux pas résister parce qu'il venait tout l'après-midi. C'est une berge ronde. Il venait tout le petit après-midi, il se lavait, il chantait, il se lavait, il chantait. Il faisait ça tout l'après-midi. Et donc, je n'ai pas pu résister. Et là, vous voyez, je filmais 1 seconde, 1 seconde, 1 seconde, 1 seconde. Je le filmais chaque fois qu'il chantait, qu'il dansait. Et là, oui, là, c'est le tissage des différentes... oui, je note. Là, c'est un tissage de différentes fleurs ou parfois des insectes. Bon. Et là, ça indique que c'est la même chose que là. Ça aussi, c'est la même chose. Ça, c'est la quantité d'images. Je n'ai pas, dans le livre, ici, je n'ai pas copié le 2 petits compteurs, parce que je n'avais pas besoin. Et dans ce livre, il y a un petit texte pour chaque bouquet qui indique le lieu, et la personne qui a publié le bouquin voulait que j'indique le côté social, politique et écologique du lieu. Et donc le texte est, bon, il dit évidemment où c'est filmé, mais il explique aussi cet aspect-là par rapport au lieu en question. Il y a aussi un petit texte au début que j'ai écrit parce qu'ils m'ont demandé de dire comment j'arrivais à être cinéaste. Ils m'ont dit pas plus que 1000 mots, donc c'est presque 1000 mots. Alors j'essaie d'être concis. J'ai une question par rapport à l'imagination. Vous établissez une partition extrêmement rigoureuse. Est-ce que cette rigueur vous entraîne à découvrir le film à la fin, ou l'exécution de la rigueur, c'est ce qui est prévu? Mais d'abord, je ne planifie pas avant. Ça veut dire je n'écris rien avant. Je regarde le lieu et je décide ce que je peux faire par rapport au lieu, étant donné le météo, ce qui se passe. Et ils arrivent parfois que je vais dans un lieu et je décide que je ne vois pas de quoi faire qui est intéressant et je vais pas. Et je ne le fais pas. Ou le météo ne me convient pas, ou des autres choses comme ça. Et donc, tous ces dessins sont faits après. Ça veut dire c'est simplement copier ce que j'ai écrit pendant que je filmais dans une cahier, mais c'était pour moi-même. D'accord, donc le mot partition est dangereux. Et il n'est pas très bien. Parce que ce n'est pas une partition que vous exécutez, c'est une mémoire. Oui, c'est un rapport. C'est un rapport sur ce que j'ai fait. D'accord. Pour que moi je puisse savoir. Et il y a des tas de notations, je marque le caméra que j'ai utilisé, le numéro de la caméra, parfois la facture, la date exacte, le temps que je filmais, le nombre de personnes qui ont le film, le téléphone, toutes ces genres de détails. Mais ça n'empêche pas que la deuxième partie de ma question reste. Au oui. fond, le film
vous le découvrez. Oui. Quand il est Quand développé. il revient de labo. D'accord. Et on a toujours des surprises parce que parfois on pense que c'était magnifique et on pense qu'on va avoir des bonnes choses et on est déçu. Et parfois on pense que c'était affreux, les vaches ils ont mangé tout le fleur, etc. Et quand ça revient, c'est plutôt bien. Non, c'est vraiment un défi d'essayer de capter la réalité d'une façon qui soit cinématographiquement intéressante. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une très bonne caméra. Pas n'importe quoi. Alors, il y a peut-être une nuance entre les deux, c'est-à-dire qu'entre le mois de mai et le mois de juillet, la partition vous sert aussi comme document de travail, en quelque sorte, pour le filmage suivant. Les notes que vous avez prises vous servent à envisager. Mais ça me permet de savoir ce que j'ai déjà filmé, ça c'est absolument sûr. Mais j'ai pas eu de temps à mettre de générique au début, et j'ai mis à la fin parce que j'ai eu du temps à le faire. Et... Moi je voulais juste, excusez-moi, pour bien comprendre, en fait, vous allez dans le lieu, vous faites des repérages, vous tournez des images et vous avez à côté de vous un petit cahier où vous notez des choses. De feuilles de papier, oui. Voilà. Et après, par exemple pour cet exemple-là, on continue à l'appeler partition, mais ce travail, cette élaboration-là, vous la faites seulement une fois que le film est fini, que vous l'avez visionné. Oui. C'est ça. Ben, non, pas visionné, mais peut-être il est encore au labo, mais comme le papier que je prépare pour annoter ce que je fais, je vais le réutiliser parce que c'est une chose dessinée à la main, ça prend du temps, et en plus je vais le garder. Donc, pour savoir ce que j'ai fait. Et tous vos films sont accompagnés de ce travail écrit. Quand ils ont besoin de faire cela, par exemple le crapaud, j'en ai pas fait ça. Parce que je n'ai pas fait image par image en avant et en arrière, donc ça n'a pas besoin de le faire. Et le jardin du sel non plus. J'ai simplement marqué le numéro de bobine, le film qui a été utilisé, et la date. Et si je peux me permettre pour finir ma question, vous venez de le dire, mais vous pouvez me dire quel est l'intérêt que vous trouvez, pourquoi c'est besoin de mettre ce travail en plus du travail des procédés cinématographiques qui est assez déjà important, de le mettre comme ça à l'écrit. Est-ce que vous savez quelque chose Ben, c'est une pratique simplement pour savoir ce que j'ai fait, parce que quand ça revient, si je ne suis pas content, je suis déçu, je veux savoir pourquoi. Et parfois, je retourne au lieu, pas forcément pour faire la même chose, mais je veux savoir l'état de la nature, les dates. Il y a des tas d'informations qui sont... bon, c'est aussi ma formation dans l'industrie, peut-être parce que j'étais habituée de marquer tout le perfo, le date, la facture. Donc, je suis bien entraînée pour ça. Je l'ai fait pour 10 ans. Donc, au début des années 60, Rose Lauder était monteuse, Oui, assistante monteuse Oui, dans oui, l'industrie, dans le cinéma, et Oui, après oui, elle a fait des films sans montage. Bon. oui, non, c'est justement parce que je fais 10 ans de montage que je ne voulais pas retourner dans la même chose. Mais je devrais peut-être faire une petite introduction pour comment je suis entrée dans cette pratique de cinéma, parce que j'avais aucune intention d'être un cinéaste. Alors il se fait que je travaillais dans l'industrie, mais c'était simplement pour gagner ma vie. Et je n'ai jamais eu une cours de cinéma dans ma vie. Mais je me suis dit, je ne connais absolument rien sous l'image, je ne connais absolument rien sous le son, au moins j'apprendrai quelque chose. Donc c'est pour ça que je suis entrée dans l'industrie, simplement parce que j'ai toujours eu le besoin de travailler. Et pendant que j'étais dans l'industrie du cinéma, il s'est fait qu'on pouvait voir des films expérimentaux à Londres, parce que, comme je racontais à Benoît plus tôt, il y avait un poète qui s'appelle Bob Cobbins des États-Unis qui a sauté sur l'avion avec une copie de film de Jean Genet, parce que le censeur aux États-Unis allait saisir la copie. Il a ouvert une librairie de littérature, très bonne librairie, et surtout des poésies underground, etc. Alors moi, je suis allée dans la librairie simplement pour regarder la littérature.
Et j'ai vu que dans une petite pièce derrière, ils faisaient des séances chaque semaine, des films d'artistes. Il y avait le film de Coda, il y avait le film de Jean Genet, qui était censuré en France aussi. Et il y avait aussi des films de Robert Brea, de Breakage, bon, tous les classiques du début des années 60. Et ce que je remarquais en voyant ces films, c'est que ce qu'on avait sur l'écran ne correspondait pas à ce qu'on voyait sur la pellicule. Bon, ça c'est vrai aussi pour le cinéma traditionnel, parce que si on regarde à la loupe sur une table lumineuse, un film, disons, tout à fait traditionnel, le degré de définition entre une image et la suivante n'est pas aussi bon que ça. C'est seulement très net sur l'écran. Parce qu'on a justement ce système de perception qui fait un chevauchement des images sur l'écran. Et donc, quand j'ai vu, par exemple, un film de Robert Brea comme Recreation, où presque tous les images sont différentes, j'ai vu qu'il y avait certaines images ou certaines formes qui étaient plus importantes, plus prédominantes que les autres. Et alors qu'ils sont projetés pour la même quantité de temps. Et donc ça m'intriguait. Et quand j'ai eu un peu plus de temps, je ne travaillais plus dans l'industrie, j'étais à Avignon. Bon, je fais autre chose pour gagner notre vie. J'ai une longue liste de professions que j'ai fait, au moins 10. Et quand j'ai eu du temps, j'ai trouvé une pellicule transparente. Et j'avais pas beaucoup de moyens. Avec simplement un feutre et une perforeuse de bureau. Je fais des lignes dans le film et je perforais des trous ronds sur la pellicule. Et j'expérimentais et je voyais que si on fait une ligne tout droit, bon, si on fait un trou dans chaque image, sur l'écran, on va avoir une ligne, un trou, une ligne. Bon, c'est normal, ça correspond. Mais si on fait un trou seulement, on saute 2 images, on fait un trou, on saute 2 images, là sur l'écran tout de suite, vous avez une ligne qui dépasse qui apparaît dans le trou. Alors je me suis dit, bon, ça c'est très intéressant. On a une ligne dans un trou, c'est un trou. Mais non, sur l'écran, c'est pas un trou, c'est au milieu du cercle. Et si on espace un peu plus, la ligne au milieu du cercle est très foncée. Encore plus étonnant. Et après, si on le couvre, en utilisant cette sorte de questions d'emplacement, on peut faire de la sorte que la ligne, il va en avant et en arrière du trou, qui contourne. Et je me suis dit, ça c'est très intéressant. Et bon, c'est pas nouveau, c'est comme le début du siècle, quand on avait un oiseau et on a un petit disque, et l'oiseau se trouve dans le cage. Bon, c'est le même système, mais c'est sûrement plus contemporain, disons. Et donc, après, bon, ces boucles que j'ai fait, je faisais en boucle, je l'ai étudié. Il y a même un icône, un film qui est distribué, qui justement répète cette façon de dessiner à la main. Et par la suite, j'ai essayé de faire des choses avec des choses tout à fait abstraites. Par exemple, le petit cercle et le petit carré de différentes couleurs. Et avec soit des noirs et blancs, soit des couleurs entre ces différentes formes. Et ce qu'on trouve sur l'écran, c'est que le petit cercle, par exemple bleu, va trouver sur l'écran dans une carré rouge, alors que sur la pellicule, ils sont séparés. C'est-à-dire que les images qui sont successives sur la pellicule, ils apparaissent simultanément sur l'écran. Et donc, c'est à développement de ce développement-là que je procédais à filmer la réalité. Mais j'ai passé au moins 3 ans à chercher des livres sur des perceptions, parce que je n'ai pas une formation du tout scientifique. Et finalement, c'était un sujet très, très intéressant, parce que j'ai réalisé que l'appareil cinématographique, c'est une invention très, très appropriée par rapport à notre système de perception. Parce que justement, les différentes cellules dans le rétina, ils sont tous spécialisés.
et ils sont stimulés par de différentes choses, la couleur, des autres les formes. Et après, cette stimulation va jusque le partie optique et ils se chevauchent dans le voyage. Et donc, c'est pour ça qu'on a un chevauchement sur l'écran. Et c'est pour ça qu'on voit, on continue maintenant alors que nos cellules sont stimulées de manière intermittente. Et donc, le cinéma, c'est un système intermittent parce que vous étiez en train de regarder une série d'images qui sont chaque fois, même dans le cinéma traditionnel, quand ils sont projetés, ils sont sans mouvement. Et après, le suivant vient sans mouvement. Donc, vous êtes en train de regarder des images statiques. Je crois que vous aviez une question. Oui. Alors, c'est à propos de vos derniers films, avec les ambiances sonores et musicales. Je ne sais pas pourquoi, en fait, ça m'a beaucoup rappelé Eraserhead, à la fois l'ambiance et aussi le travail des textures. Et je voulais savoir si vous avez eu une forme d'influence pour le choix de la musique sur l'image de Lynch, justement. Ça me rappelait pas mal Eraserhead. Non, je n'ai pas pensé à ça. Et il se fait que le musicien, c'est un musicien handicapé, hein, il a fait tout sur son ordinateur. Je l'ai connu avant qu'il attrape une maladie qui est incurable et personne ne sait comment faire avec cette maladie-là. Mais c'est un compositeur qui a fait plusieurs écoles conservatoires et il est invité à faire des concerts dans beaucoup d'endroits, en Suisse aussi. C'était un des lieux qu'il allait souvent. Et donc, la façon dont on a travaillé, c'est que, par exemple, pour le Fleur de sel, je lui montrais le bobby. Bon, il s'était tourné avant que la musique soit faite. Et après, lui, il a regardé le bobby, il est parti faire composer la musique. Et après, il est revenu avec la musique et on a mis la musique à côté pour voir si ça allait. Peut-être on a fait une ou deux petits ajustements, mais en général, pas grand-chose. Et après, on n'a pas fait de mixage, rien du tout. On a simplement mis la musique à côté des images. Et pour le dernier film, c'était pareil. Le dernier film, ça m'a causé beaucoup de problèmes parce que Thomas le jardinier, il faisait ses pots de pâtes végétales. Et je lui ai rencontré dans une foire bio et il voulait absolument que je filme en train de faire ses pots. Et malheureusement, quand je suis revenue dans le lieu, il n'y avait pas beaucoup d'espace. On ne pouvait pas mettre la caméra presque dans le lieu où il faisait cela. C'est pour ça que la mise en point, ce n'est pas idéal. Et en plus, ce qui m'intéressait, c'était quand le pâté tombe dans le pot. Mais le problème, c'est que quand lui, il avait fini de faire une série de pots, je ne pouvais pas lui demander de commencer à faire des autres pots parce que, bon, lui, il avait son boulot. Et donc, c'était très difficile. Mais les fleurs que je filmais, c'est les fleurs dans ce jardin qui étaient des épices qu'il utilisait dans le pâté. Et après, le source se trouve à côté des lieux où il habitait et travaillait. Mais ce n'est pas un grand succès à cause du manque de lumière dans son lieu de travail, le manque d'espace. Ces pâtés avaient des olives. Et ce qui était très intéressant, c'est que la machine, il envoyait les olives, le noyau, un peu partout par terre. Et ça, c'était très intéressant à filmer, mais impossible de mettre la caméra pour l'attraper. Donc, je n'ai pas pu l'attraper. Mais c'était intéressant. Mais le problème quand on filme comme ça, c'est pas moi qui dicte comment la scène va s'apparaître. Il faut que j'attrape avec ce qui est là. Et c'est pas idéal, tu vois. C'est pour ça que... Il y a une chose dont on n'a pas beaucoup parlé pendant ces 3 jours, c'est la pellicule. Sinon, pour parler des marques ou des encoches, mais en fait, vous avez commencé par parler de la 72-31, etc. Oui. Et puis dans les films, je trouve que c'est frappant, le grain, en fait, c'est une matière que vous travaillez beaucoup, et on a l'impression que les films portent aussi sur l'affinité chimique entre la pellicule, le monde et puis la rétine de l'œil.
Et est-ce que vous avez des choix de pellicules qui sont très précis sur cette question du grain? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? Ouais, ça dépend du film, mais en général, c'est qu'on a vu, le film couleur, c'est 50 à ça. C'est le moins... Le plus fin, oui. En général, je filme avec le lumière naturelle. Je n'utilise pas de lumière artificielle. Par contre, là, il y a aussi un calcul, parce que la pellicule est impressionnée 3 fois. Oui. Donc il y a aussi une approche de la lumière qui est extrêmement précise. Puisque... Bah, il est pas impressionné sur le même photogramme 3 fois. C'est autre chose. C'est pas une superposition, sauf s'il y a des erreurs. Il y a quelques erreurs. Donc j'ai la réponse à ma question tout à l'heure, c'est pas des surimpressions, c'est des chevauchements. Oui, c'est un Chaque chevauchement. photographe est Oui, c'est un impressionné qu'une seule chevauchement. fois. Ça, c'est l'intention. Oui, c'est comme le pontillisme dans la peinture impressionniste. On mettait des rouges à côté de verts, et comme ça, chacune était plus soutenue. Et c'est le même principe, mais c'est en cinéma et pas en... Donc il y a aussi un effet sur la couleur. Oui. Mais il faut dire aussi que j'étais né en Amérique du Sud et j'étais très proche de la nature. Surtout à l'époque, même à Lima, on avait des champs autour de nous. Et en plus, j'étais dans le Sierra, je faisais d'autostop quand j'étais adolescente. On était dans l'Amazon avant qu'il y avait des routes. Maintenant, il y a des routes. Mais vraiment, sur des chemins, si quelque chose s'y passe, on restait parce qu'on ne voyait personne. Hein. Personne dans la journée. Et en plus, une route à peine carrossable. Je crois qu'il y avait une question. Oui, moi j'ai une question sur votre premier film. Il y a la pellicule aussi, on voit des points rouges. Ah oui, ça m'embête pas mal. Ça, c'est pas moi, c'est le labo. Et en plus, ils n'étaient pas aussi prononcés au début. Il faut que je vois avec le labo parce que maintenant j'ai un autre labo pour voir si on ne peut pas éliminer ça parce que c'est assez gênant. Mais ça c'est le tirage qu'ils ont fait. Mais c'était très peu perceptible initialement, mais maintenant c'est très perceptible. Parce que tout le film est sur positive couleur. C'est aussi à cause. Ah non. Le premier film, c'est des bobines noires et blancs sur des pellicules noires et blancs. Et le bobine couleur, c'est des pellicules couleur sur des couleurs. Et c'est collé à un scotch entre les deux. Oui, parce que je voulais de vraies couleurs et de vraies. En plus, c'était beaucoup moins onéreux. C'est pour ça. Juste ma deuxième question, c'était donc ce ne sont pas des copies uniques. Vous faites plusieurs tirages. Ah oui, non. Il y a le Canadian Filmmakers à Toronto qui distribue mes films. Il y a Canyon Cinema à San Francisco. Il y a Lux à Londres et Lycon à Paris. Bon, je n'ai pas tous mes films dans tous ces lieux, mais oui, il faut faire. Non, parce que parfois le même film est loué aux mêmes dates et il faut prendre son temps pour avoir les moyens. Si on n'a pas les moyens, on attend. Mais ça veut dire que vous travaillez à l'étalonnage dans ce cas-là? Ah des non, copies, non. Vous donnez les instructions, vous vérifiez? Mais le labo que j'ai actuellement, d'abord moi je filme de telle façon qu'il n'y a rien à faire presque. Il n'y a presque rien à faire. Le fleur de sel par exemple, le labo ils n'ont rien fait. C'était fait comme ça. Bon, il faut dire que dans le caméra Bolex avec le batterie, ils ont un système qui est vraiment magnifique. Il y a 2 petites diodes pour mesurer la lumière. Et il paraît que c'est un système qui est très ingénieux, la façon dont il est fait. Bon, il se fait que moi, je ne suis pas forcément ce qu'il dit. Mais c'est un bon rapport, c'est ça qu'on devrait faire si on fait ce qu'on fait normalement. Mais le film que j'ai fait avec le manivelle, moi, je n'ai pas un compteur de lumière, mesurer la lumière. Je ne sais pas l'utiliser, je n'ai jamais eu une. Je ne savais pas dire aux étudiants comment l'utiliser. Et je regarde la lumière, je pense à la pellicule que j'ai,
Et après, je fais un peu au pif. Et j'ai toujours travaillé comme ça. Mais la caméra est un peu le laboratoire parce que tout ce travail millimétré, par exemple, il y a beaucoup de cinéastes expérimentaux qui travaillent entre la caméra et ensuite un appareil qui s'appelle une tireuse optique, Ouais. qui permet de refilmer la pellicule. Et ce qui se passe une fois qu'on a filmé, on fait, c'est un peu le timer dont vous parlez tout à l'heure, c'est-à-dire Ouais. qu'on compte le nombre de photogrammes, qu'on roule en avant, en arrière, ralentir, etc. Et c'est un travail qui peut être fait dans le labo a posteriori sur cette machine. Sauf que le geste formidable de Rose Lauder est de concentrer tout ça dans un aspect performatif. Oui, le seul problème avec le trucage, c'est qu'il y a un désavantage parce qu'on est en train de refilmer et donc il y a plusieurs générations et donc on perd de définition et en plus de couleur, sauf si on est très très doué. Et ce geste, la précision de la lumière fait que l'étalonnage se passe au tournage, mais aussi ce qui pourrait être le travail de créer du rythme avec l'image qui se fait habituellement avec une truca, se fait là dès le tournage. Oui, là je voulais peut-être mentionner le difficulté de faire de bons films parce que le cinéma c'est vraiment une art spatio-temporelle et donc comment on gère le temps quand on voit les images, l'évolution des images, c'est horriblement difficile. Et justement, les films qui sont magnifiques, ils arrivent à réussir sur ce point-là. Et moi, souvent, je vois ce que j'ai fait, il y a cette sorte de papillotement, c'est pas voulu. Je n'essayais pas de faire de papillotement, mais c'est à cause du système que j'utilise, c'était difficile de l'éliminer. Vraiment très très difficile et c'est la chose la plus difficile à travailler, je trouve, la question de temps. Et il y a aussi question spatiale. Par exemple, on a parlé un peu dans des choses dans la journée, il y avait une question de comment on peut présenter les films qui ont été faits à une autre époque, la façon dont c'était fait à cette époque-là. Et moi, j'ai pensé, quand j'ai entendu ça, je pensais à l'exemple des Lumières. Si on regarde le film, si on peut visionner le film des Lumières sur le projecteur Lumière, tourné à la manivelle, ce que j'ai pu faire, dans le grange où Lumière à la Ciotat le faisait. C'était le docteur Gachette, je crois, qui était le propriétaire de cette machine. Lui, il prétendait qu'on pouvait le tourner de manière très régulière. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et quand lui, il projetait, mais ce que j'ai vu, c'était que c'était très très intéressant de voir le film Lumière tourner avec le manivelle. Parce qu'on est continuellement surpris. Il y a une variété. D'abord, chaque fois qu'on le fait, c'est différent. Donc, on ne voit jamais le même film. Et deuxièmement, il y avait, d'une certaine façon, beaucoup plus de volume. C'était, par exemple, des petites filles qui dansent en cercle ou je ne sais pas quoi. Et c'était vraiment très, très intéressant. Et donc, pour voir le film Lumière, la meilleure façon de le voir, c'est sur le projecteur Lumière. Mais il faut en avoir une qui marche. Je ne sais pas combien il y a de monde qui marche actuellement. Peut-être 2 ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Oui. Mais ça, c'était simplement pour dire qu'avoir les mêmes conditions que les gens avaient quand ils avaient fait le film en question, c'est presque impossible. C'est vraiment très difficile. Mais ça veut dire aussi que le cinéma, c'est un art spatio-temporel. C'est très, très important, ces questions d'espace. Et par rapport à l'image par image, il y a des choses qui apparaissent de façon plus prédominante. Par exemple, il va y avoir le rouge qui semble plus près, il va y avoir le bleu qui semble plus lointain. Bon, il y a tellement de choses qui entrent dans le... C'est très difficile à deviner ce que ça va faire, même avec l'expérience. Très bien. Peut-être on peut vous remercier chaleureusement d'avoir été avec nous pour 3 jours.
cette magnifique projection en 16 mm. Donc, moi, je remercie Vincent et Stéphane qui m'ont invité. Et je trouve qu'ils sont très courageux de montrer des films expérimentaux. Et j'espère qu'ils vont pouvoir continuer. Merci beaucoup.